Je déconseille le sport à l'humain. Vous déconseillez de faire du sport? Pas le sport. Le sport n'améliore pas la santé de l'humain. Si vous naissez dans une famille diabétique, c'est une famille qui a l'habitude de manger et de vivre d'une certaine manière. Donc vous êtes déjà prédisposé à votre naissance à développer le diabète. Et c'est dans la maladie de mon père que j'ai appris qu'il faut prendre soin des gens. Mais pourquoi vous êtes rentré? En partant en Finlande, c'était une mission. J'ai dit, je pars et je vais rentrer. Je ne vais pas passer plus de 5 ans en Finlande. Il y a la richesse chez nous. J'ai risqué la mort dans ce pays. Malox a dit que le CED doit m'interpeller. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Je suis l'infini en mouvement, évoluant dans l'éternité du temps. Et je suis en mission. Et aujourd'hui, quand je vois un papa de 75 ans qui sort du diabète et que sa famille est heureuse, je sais que j'ai accompli ma mission. Est-ce que vous n'êtes pas souvent pris pour un savant fou? Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. C'est quoi la première cause de cancer selon vous? C'est le stress. Le stress de toutes sortes. Mais surtout ce stress oxydatif-là. Parce que le stress, c'est une bonne chose. Oui. Si tu vois un lion et que tu n'es pas stressé, il va te bouffer. Le stress est une réponse adaptative de l'organisme. C'est un mécanisme que l'organisme a mis en place, que le créateur a mis en place pour faire passer l'être humain d'un niveau à un autre, un niveau énergétique à un autre, pour répondre à une problématique urgente. Mais une fois que l'urgence est levée, le stress retombe et l'organisme tombe dans le fonctionnement normal. Ouais. Le stress, il est bon, mais quand il devient oxydatif, il devient dangereux. C'est ça la première cause de maladie. Et là, vous pouvez décliner ça dans le stress oxydatif provenant du sport, les sportifs de haut niveau, très dangereux. Je déconseille le sport à l'humain. Vous déconseillez le sport? Sûr. Attendez, j'ai pas bien compris. Vous déconseillez de faire du sport? Bien sûr. Vous ne déconseillez pas de faire du sport à outrance, mais vous déconseillez de faire du sport? Il est conseillé de faire une activité physique modérée. Oui. Pas le sport. Ouais. C'est quoi la différence du coup entre les deux? Si par exemple tu marches chez toi, tu fais les 100 pas chez toi au point de suer, tu as fait une activité physique modérée. Tu n'as pas fait le sport au sens moderne du terme, où il faut que tu mettes des tennis, il faut que tu aies un ballon, il faut que tu aies une corde, il faut que tu aies des haltères. Ça, c'est le sport au sens moderne du terme. Et ce sport-là a été créé par l'industrie du sport. Chaque industrie crée sa philosophie qui permet de la financer et de la maintenir. Le sport est une invention industrielle créée par les industriels tels que Nike, qui a créé le sport parce qu'il fallait vendre ses tennis pour aller courir. Aucun animal dans la nature ne fait le sport. Mais tous font une activité physique modérée. Tous sont des grands migrateurs. Vous voyez? Aucun animal dans la nature n'est sédentaire. C'était juste une petite bifurcation pour parler du stress oxydatif, comme avec pour déclinaison de sources comme le sport. Une autre source du stress oxydatif, c'est l'alimentation. Qui s'écarte de la nature et qui peut mener à un stress interne qui génère des toxines avec des conséquences diverses et variées. Il y a l'activité psychologique et mentale. Trop faire travailler le méninge génère des toxines qui stressent le corps. C'est quoi la limite quand on dit qu'on fait trop travailler les méninges? À quel moment c'est qu'on en a trop fait? C'est une bonne question. C'est individuellement dépendant. C'est chaque individu, selon ses potentialités, qui réussit à savoir exactement, vraiment à ce niveau, il ne faut pas que je dépasse. Vous voyez? C'est difficile d'avoir une norme comme ça, de dire tu dois faire 2 heures d'activité intellectuelle par jour. Quelle activité intellectuelle? Faire des grands calculs mathématiques ou lire un livre. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Quelle activité intellectuelle pour qui? Donner les mathématiques de terminale à un enfant de cours moyen 2 ou les mathématiques de cours moyen 2 à quelqu'un de terminale. L'effort intellectuel n'est pas le même. Donc c'est difficile, c'est un paramètre difficile à déterminer et à généraliser. Il faut juste que chacun puisse aiguiller son corps
se comprendre et savoir à quel niveau je dois arrêter, à quel niveau ça devient stressant pour moi, cette activité, à quel niveau ce stress dépasse ma capacité d'adaptation. Parce que le stress est intéressant, sauf si il ne dépasse pas la capacité du corps à s'adapter à ce stress. Et si le corps a une capacité d'adaptation au stress qui dépasse le stress en question, il se passe ce qu'on appelle l'hormèse. L'hormèse, qu'est-ce que c'est? C'est l'amélioration du corps. Le corps s'améliore en fonction du stress qui lui est soumis. Oui. Pourvu que ce stress ne dépasse pas la capacité d'adaptation du corps. Ok, oui, c'est vrai que c'est donc, il y a des lois comme ça, naturelles, la loi de l'hormèse. Tout organisme vivant s'améliore si le stress auquel il est soumis ne dépasse pas sa capacité d'adaptation. Si tu fais un exercice musculaire, c'est un stress auquel tu soumets le muscle. Oui. Mais si ce stress-là ne dépasse pas la capacité du muscle à supporter ce stress, le muscle va lâcher. Clac, tu entends déchirure. Parce que tu as stressé ton muscle tellement que le stress était supérieur à la capacité du muscle à subir et à s'adapter à ce stress-là. Et si le muscle survit à ce stress, il va s'améliorer. Oui. Prochainement, tu vas porter 2 fois plus ou 3 fois plus, des choses comme ça. Donc, le stress, pour moi, est la cause majeure de la maladie dans nos sociétés modernes actuelles et même avant. Maintenant, c'est encore plus accru. Et je vous ai parlé du stress alimentaire, du stress sportif, l'activité physique. Il y a même le stress émotionnel. J'aime trop cette fille et je l'ai vue avec un homme. Je deviens fou de rage, je suis en colère au point où je ne dors plus. Oui. Je ne dors plus et donc mes organes ne se régénèrent pas dans la nuit. Ma digestion devient lente et tu as comme ça un effet boule de neige de conséquences qui vont suivre au point où je perds même ma lucidité. Je prends le volant, je ne me rends pas compte que je ne vois pas X et Y et je perds ma vie. Ou alors je fais un arrêt cardiaque. Ou alors mon système immunitaire chute drastiquement au point où on me dit que je suis séropositif. Ou au point où ma tension monte drastiquement au point de nuire à mes reins, nuire à mon pancréas, nuire à mon foie, au point où ma prostate dégénère et je n'arrive plus à avoir une bonne libido. Je n'arrive plus à être en érection parce que je suis stressé. Les gens qui ont beaucoup de dossiers, qui font beaucoup des affaires, savent que quand ils sont stressés, ça ne bande plus fort. Parce que le stress, c'est la première cause dedans. Il faut aller à la racine des maux, à la cause des causes pour pouvoir remonter la chaîne et pouvoir apporter la solution qu'il faut. Donc pour moi, le stress est fondamental et je mène énormément de réflexion et de travail thérapeutique sur la gestion du stress. D'accord. J'aimerais qu'on revienne quand même sur la notion du sport là, parce que ça, vous avez touché à un point. Nous sommes à une ère où on vend tous les mérites du sport, vraiment le sport à outrance, la salle de sport et tout. Et là, vous tapez le pied dans la fourmilière en disant que le sport est nocif pour la santé. Alors que le message qu'on reçoit communément, c'est qu'il faut faire du sport, il faut courir, il faut se dépasser pour améliorer ses performances. Valère, l'une des premières choses à faire lorsque on veut s'élever en conscience, c'est de comprendre que nous sommes en guerre. Que nous sommes dans une société qui nous mène une guerre sournoise. Mais nous croyons que nous sommes libres et qu'il faut développer la société, il faut voter, il faut faire tout ça. L'une des premières choses, c'est de rejeter les acquis que cette société nous présente. Rejeter l'éducation qu'elle nous donne, rejeter les cultures qu'elle nous donne, ou au moins les analyser de façon critique. Tout n'est pas à jeter dedans, mais il faut avouer que la plupart est pourri. Et donc, le sport qu'on nous vante comme moyen de maintenir la santé, de maintenir la forme, juste le bon sens. Est-ce que les sportifs de haut niveau sont ceux sur cette terre qui vivent le plus? Maintenant que vous posez la question, je dirais non. Ben voilà. C'est une preuve patente que le sport n'améliore pas la santé de l'humain. Le sport ne fait pas vivre plus longtemps. Le sport fait du feu de paille. Tu brûles ton énergie vitale rapidement, tu es chatoyant, mais la dégringolade est beaucoup plus rapide. Faisons très très attention. Analysons de façon critique notre société et de façon individuelle, prenons des solutions courageuses d'éveil.
individuelle. Moi, j'aimerais savoir, parce que là, aujourd'hui, vous nous donnez l'information, mais comment vous avez fait pour arriver à une conclusion comme celle-là? Je suis biologiste. J'ai été dans les laboratoires. Et qu'est-ce que ça vous a enseigné quand vous êtes dans les laboratoires? Concernant, par exemple, le sport. Entrer dans les laboratoires m'a permis de comprendre le fonctionnement de la cellule dans son intimité. La cellule, c'est-à-dire la membrane, le cytoplasme, le noyau. On entre dans le noyau. Le fonctionnement de l'ADN. Les nucléotides. Tout à fait. Les codons. Les guanines, uracile, les bases. Ouais, tout à fait, oui. Leurs agencements. Et qu'est-ce qui même dégénère les bases azotées et les bases constitutives des nucléotides? Comprendre ça et même aller au-delà. Le fonctionnement des neutrons, des protons et comprendre ce que disait Nikola Tesla. Tout est énergie et vibration. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, je ne peux plus rester là-bas. Je ne peux pas rester chez les Blancs. Ah oui? Il faut que je rentre. À ce point? Parce qu'on nous cache trop de vérité. Nous, peuple noir, nous sommes tellement dans l'obscurité que lorsque moi je découvre ça, je ne pouvais plus rester servir ça aux Blancs. Je ne pouvais plus rester en Europe, leur servir cette connaissance, les soigner, être à leur disposition, tout mon savoir et ma substance Christ. Il fallait que je rentre sauver mon peuple. Donc, il faut aller à la connaissance de la cellule dans son intimité et même aller au niveau énergétique, comprendre ça. Et puis, il faut agencer à cela d'autres connaissances dans la thérapie par biorésonance, l'utilisation des énergies pour soigner. Le magnétisme, savoir que tu peux mettre tes deux mains comme ça et sentir ce qui se passe entre tes deux mains. Là, c'est un scientifique qui parle. Ça, c'est un scientifique qui parle et ce sont des faits démontrables. Vous-même, là où nous parlons, vous pouvez mettre vos deux mains là et sentir qu'il y a quelque chose entre vos deux mains. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui, pour vous soigner une épaule, un bras, un mal de tête ou autre, vous imposent des mains. Ce n'est pas la bénédiction. C'est qu'il transmet une énergie vibratoire au travers de ces mains qui sont bourrées de magnétite. C'est scientifiquement démontré aujourd'hui qu'au niveau de la paume de main et de la plante des pieds, vous avez la concentration en un certain minéral ou un atome qu'on appelle la magnétite. La concentration la plus élevée de magnétite dans le corps est dans les mains et sous les pieds. Wow. C'est pour ça que pour se recharger, on demande des choses, toi va marcher au bord de la mer. Quelle est la réalité scientifique derrière? C'est que la magnétite a la capacité de capter l'énergie magnétique. Quand tu es faible, quand tu es fatigué, tu as besoin d'énergie. Oui. Quelle est ta meilleure source énergétique après le soleil? C'est la terre. Mets tes pieds au sol. Si tu es stressé, si tu es en surcharge mentale, si tu es hyper tendu ou hypotendu d'ailleurs, mets tes pieds au sol. Quand un hypertendu vient me voir en consultation, la première chose que je lui demande, quel est ton travail? Il me dit, je suis fonctionnaire, je sors le matin à 6 h, je rentre à 22 h. Donc, tu es déconnecté de la terre toute la journée. Oui, c'est vrai. Comment tu ne vas pas être hyper tendu, sachant que dans l'air, il y a l'électricité? La preuve en est que parfois, tu peux frictionner ton habit comme ça. Oui. Parce que dans l'air, il y a de l'électricité. Et l'électricité chemine dans l'air via les molécules d'eau. Parce que dans l'air, il y a vapeur d'eau. Là où il y a l'eau, il y a l'électricité qui se transmet rapidement. C'était pour dire donc que sur la main, entre les mains, il y a des énergies transmises, entre autres, par la magnétite. Et donc, il fallait aller à la convergence de ces sciences. La biologie, la microbiologie, la botanique pour les plantes et les arbres et autres, l'identification des plantes médicinales. Ensuite, la thérapie par biorésonance, soigner par les énergies, détecter la présence d'une salmonelle dans ton corps à partir d'un appareil de détection électromagnétique. Savoir que je peux, à travers ton doigt, savoir si tu as une salmonelle dans le pancréas qui te crée tes soucis de santé que tu as aujourd'hui. C'est possible ça? Ben oui. La salmonelle, si elle se trouve dans le pancréas, peut vous faire une hypertrophie de la prostate. Ah oui. Parce qu'elle peut se diviser infiniment dans le pancréas ou bien dans la prostate et faire une tumeur à l'intérieur. Et donc, il faut détecter cette salmonelle-là, faire des compositions de plantes adéquates qui vont aller détruire cette salmonelle dans la prostate et autres. Et on ne va pas t'opérer, on ne va pas
On ne va pas te faire de la chimiothérapie. Mais si c'est aussi... Pourquoi est-ce que ce n'est pas vulgarisé? Pourquoi est-ce que ce n'est pas utilisé quotidiennement dans la médecine conventionnelle? Parce que la médecine conventionnelle, aujourd'hui, est dominée par l'industrie pharmaceutique, qui n'a aucun intérêt à ce que les gens se portent bien. Aucun. Le seul intérêt de l'industrie pharmaceutique, c'est de se faire de l'argent. Et donc, il y a même un fameux adage qui circule là, qui dit qu'un patient guéri est un client perdu. Donc, quand l'industrie pharmaceutique soigne un malade, elle a perdu un client. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce qui se dit. Donc, l'industrie pharmaceutique a tout intérêt à ce qu'on soit sous médicaments toute la vie et des médicaments qu'on conserve toute la vie. D'ailleurs, on vous dit que si vous êtes diabétique, on ne soigne pas ça, il faut seulement prendre les médicaments toute votre vie. Oui, si vous êtes hypertendu, on vous dit qu'il faut prendre les médicaments toute la vie. Si vous êtes cancéreux, il faut faire des examens tous les ans, etc., etc. Il faut être sous chimiothérapie, ensuite radiothérapie, ensuite on vous opère. Donc, ce n'est pas vulgarisé parce que l'industrie pharmaceutique commande et contrôle le monde d'aujourd'hui. Point. Cherchez où va l'argent et vous comprendrez le monde où nous vivons. Mais pour le diabète de type 1? Pareil. C'est-à-dire un dysfonctionnement du pancréas, que ce soit du type 1 ou du type 2. Non, par exemple, dans le cas du type 1, où dans le pancréas, il n'y a plus de sécrétion d'insuline. Oui. Du coup, comment on gère ça? Je fais tout pour ne pas parler de maladie. Parce que diabète, c'est un terme médical inventé par l'industrie pharmaceutique. Quand vous en parlez, ils vous disent que vous n'avez pas le droit d'en parler parce que vous n'êtes pas médecin. Quand quelqu'un vient chez moi, il me dit qu'il a le diabète, je dis que oublie ça. Dis-moi quels sont tes symptômes. Il me dit j'ai la bouche sèche, j'urine beaucoup, ceci. Et puis il me présente ses examens de laboratoire. Il me dit que je suis allé faire ça et on m'a dit ceci. Il faut toujours revenir à la cause des causes. Pourquoi ton pancréas a commencé à dysfonctionner? Moi, j'investigue. C'est là où j'entre dans ma profession. Je regarde quel est son passé. Est-ce que c'est congénital? Est-ce qu'il est né comme ça? Est-ce que ses parents étaient comme ça? Dans quelles circonstances il est né? Comment il se nourrit depuis qu'il est né? Quel âge même d'abord il a? Et en fonction de ça, je peux savoir exactement où, à peu près, quelle est la cause. Et puis, je commence ma thérapie et j'administre ce qu'il faut administrer. Je prescris les plantes qu'il faut. Et le patient se porte mieux. Si vous changez l'épigénétique d'un organisme vivant, vous changez l'expression de ses gènes. C'est vrai, oui. Pour nos auditeurs et internautes, l'épigénétique, ce sont les conditions environnementales. Parce que la génétique n'est pas seulement la génétique moléculaire, c'est aussi la génétique environnementale. La science a démontré que l'expression des gènes ou de certains gènes dépend beaucoup plus de l'environnement dans lequel vous vivez. Quand vous changez certains environnements, vous devenez qui brun, qui plus noir. Parce que votre corps s'adapte à l'environnement où vous êtes. Si vous naissez dans une famille diabétique, c'est une famille qui a l'habitude de manger et de vivre d'une certaine manière. Donc, vous êtes déjà prédisposé à votre naissance à développer le diabète. Mais si vous ne vivez pas comme votre famille, si vous changez radicalement la façon dont votre famille vivait et vous vivez d'une façon radicalement différente, il est très fort probable que vous ne développiez jamais le diabète. Pareil, si vous venez d'une famille qui n'a jamais eu le diabète et que vous développez des attitudes et des habitudes pro-diabète, vous allez développer un diabète. Rien n'est acquis, mais c'est nos habitudes, c'est l'épigénétique, c'est l'environnement et les conditions de vie dans lesquelles on est qui nous mènent vers des chemins de travers ou des chemins glorieux au point de vue de la santé et de l'expression des gènes. Tout à l'heure, je sais que vous avez fait des études en Finlande, c'est ça? C'est ça, oui. En Finlande. Et en Finlande, j'ai cru comprendre que vous êtes docteur. Docteur médecin ou parce que ça, je ne suis pas médecin. Voilà. Je ne suis non plus docteur académique. Oui. Je suis docteur parce que mes patients m'appellent docteur. Ok, d'accord. Ok. Quand un patient vient me voir qu'il a 25 ans de diabète et qu'en 3 mois, 6 mois, il sort de son diabète, il va m'appeler comment, Valère? Docteur. Voilà. Quand quelqu'un est hyper tendu, il vient me voir. Toute la famille se réunit, fait un conclave pour dire que vraiment le père prend trop les médicaments. Regardez son panier de médicaments depuis 15 ans. Ils viennent me voir. Je reforme la vie du père et je le sors de l'hypertension. En votre avis, il va m'appeler comment? Docteur. Voilà. Pourtant, il a été suivi pendant 25 ans par des docteurs de rang magistral, par des professeurs et autres ben voilà. Donc, je ne m'appelle pas docteur. Mes patients m'appellent docteur. Et sur un plan purement
dictionnaire, lexical même. Un docteur, c'est quelqu'un qui a acquis une expertise dans un domaine précis. Certains s'appellent le docteur des pneus. Oui. Ah oui. Parce que dans toute la ville, on sait que c'est lui l'expert des pneus. Oui. Donc, ce n'est pas une expression, ce n'est pas un abus de titre, comme certains me le prêtent. Et je ne discute pas les titres. Je suis factuel et je voudrais qu'on me juge sur les faits, pas sur mon nom. D'ailleurs, mon nom, Paulin Jacques Mitterrand Zobeu, je ne l'ai pas choisi. Je peux décider de m'appeler autrement. Laissons les étiquettes à côté, parlons terre à terre. Puissant. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien. Je pense qu'on a planté le décor, tu as compris qu'on va parler des sujets qui nous intéressent. On va parler de santé, parce que si tu ne prends pas du temps pour ta santé, eh bien, tu prendras du temps pour ta maladie. Voilà pourquoi c'est fondamental. Pour tous ceux qui cherchent l'argent là, sachez que votre premier véhicule, c'est d'abord votre corps. Donc, il est important de garder à l'esprit que la santé, ce n'est pas le problème du médecin ou du docteur. C'est d'abord votre problème. Et aujourd'hui, on a le docteur Nzobeu qui est là pour nous édifier sur comment prendre soin de sa santé, des règles alimentaires à conserver, d'autres à éviter. Et parfois, même d'un point de vue culturel, il y a des aliments qu'on consomme qui sont en fait des poisons. Et il y a quelque chose qui m'a fasciné sur le docteur Nzobeu, c'est que ce n'est pas du fait qu'il vit vraiment son message. Et ça, c'est assez impressionnant. Bref, on aura le temps d'échanger là-dessus. Et je rappelle qu'à la fin, vers la fin, je vais vous présenter les produits du docteur Nzobeu. Il va nous expliquer ce qu'il y a là-dedans. Parce qu'il est aussi dans l'industrie agroalimentaire. Il va nous expliquer ce qu'il y a là-dedans, les vertus et tout le bazar. Donc, restez bien attentifs. Il y a de tout. Au-delà de ça, je tiens à rappeler que la 4e édition du Week-end de l'écrivain au Cameroun arrive très bientôt. Donc, on reste connectés. On va mettre les petits plats dans les grands. Plus de 1500 personnes sont attendues. On va vous mettre tout dans le premier commentaire de cette vidéo en description. Donc, on reste concentré parce que ça sera énorme. On a fait Paris, 1500 personnes. On a fait Ouagadougou, 1500 personnes avec des artistes de renom, Flobi, locaux, au Cameroun. Mettez-nous en commentaire le nom de l'artiste invité que vous souhaitez avoir pour le show final. Maintenant que tout ceci est dit, on va parler à bâton rompu des sujets qui dérangent avec le docteur Nzobeu et on peut lui souhaiter la bienvenue. Bonjour, docteur Nzobeu. Bonjour. En tout cas, moi, je suis ravi personnellement de vous avoir enfin. Moi, je vous ai découvert à travers une vidéo qui a beaucoup circulé. Et je pense que vous savez laquelle. Là où vous dites, là, quand même, vous avez mis toute une génération à terre, quoi. Là où vous dites que béé, bouilli, haricot, c'est le poison. Ouais. Et là, par contre, quand moi j'ai écouté ça, au début, j'étais un peu partagé. Je me suis dit, mais comment il peut dire ça? Donc, après, il a dit, bon, il faut quand même creuser un peu. Donc, je suis ravi que vous puissiez être là aujourd'hui. C'est un plaisir partagé, c'est un honneur. Merci. Bon, votre caméra, elle est là. Pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui êtes-vous? Paulin Nzobeu, c'est un fils d'un village qu'on appelle Bamenjou, à l'ouest du Cameroun, quelques kilomètres après Bafoussam. Docteur Paulin Nzobeu n'aime pas se définir parce que nous sommes tous de passage ici sur Terre. Je suis l'infini en mouvement, évoluant dans l'éternité du temps. Et dans mon incarnation terrestre, je suis né dans une famille, comme je vous l'ai dit, de l'ouest du Cameroun. Dr Nzobeu est une chair incarnée qui a 43 ans environ aujourd'hui. En tout cas, vous ne les faites pas. Hein. Merci. Et de formation biologiste, hein, qui a fait des études pures hein, en biologie, en microbiologie, en botanique, en écologie, en management de la qualité. Je suis qualiticien de formation. Et aujourd'hui, Dr Nzobeu est un thérapeute. C'est aussi un fabricant de remèdes. Qui fait dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie des compléments alimentaires, détenteur de brevets dans ce sens-là. Et Dr Nzobeu aujourd'hui vit au Cameroun. Et ben voilà, c'est un père d'enfant. Et voilà, marié. Voilà ce que je peux dire. Hein. Voilà. Okay. Dr Nzobeu, c'est un agriculteur. Je fais de l'agriculture, je cultive mes propres plantes médicinales. Dr Nzobeu est un apiculteur qui élève les abeilles pour faire du miel, qui est un produit thérapeutique, qui est le premier en tout cas, depuis les millénaires. Voilà un peu résumé ce que ma modeste personne, le reste tas de chair que vous avez devant vous. En tout cas, nous sommes ravis de le savoir. Merci. Moi, j'aimerais bien savoir, quelle est l'histoire qui se cache derrière? Est-ce que vous avez toujours eu cette appétence-là pour les plantes, pour l'alimentation, pour la santé? Comment vous êtes arrivé à cela? Effectivement, moi, je suis né dans une famille où mon père a été malade tôt. Il a été malade tôt et mon père avait toujours les plantes médicinales et les animaux à la maison. Donc, j'étais le seul de ses enfants qui lavait les poules, lavait le savon et de l'eau. Non. Donc,
très tôt, quand même, j'ai aimé les animaux et les plantes. Très tôt. Ces cactus, j'étais fasciné des cactus de mon père. Il avait toujours les plantes médicinales. Et c'est dans la maladie de mon père que j'ai appris qu'il faut prendre soin des gens. J'ai vu mon père malade et j'ai vu la façon dont on l'a nourri. Je dis toujours que c'est vous qui avez empoisonné mon père et qui avez tué mon père par l'alimentation. Il avait une toux chronique pour laquelle il a voyagé partout et dont il a finalement décédé. Et quand je vois aujourd'hui, je vois que l'alimentation qu'on lui donnait a été son premier poison, même si l'infection pulmonaire était là avant. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là. Par la suite, mon amour pour les plantes, chez mon oncle, où j'ai vécu presque 15 à 20 ans, c'était moi qui produisais les plantes, les papayers et tout ça. C'était moi qui étais le plus au champ. Donc, mon amour a continué par là. À l'université, c'était évident que je fasse botanique et écologie à l'université de Yaoundé 1. Ben voilà. Et donc, comment vous vous retrouvez en Finlande? Il fallait étudier. Je voulais aller vraiment au plus profond de la science, dans le plus modeste de mes moyens. La Finlande offrait des études gratuites. Je ne pouvais pas me payer des études à Harvard, au Canada ou en France d'ailleurs. En Finlande, c'était le moyen le moins cher d'étudier et le pays des études en sciences environnementales. Il n'y a pas un pays comme la Finlande qui investit autant dans les études environnementales. Et donc, c'était mon choix et j'y suis allé. J'ai fait 7 ans en Finlande, 4 ans d'études, 3 ans de travail où j'ai créé une entreprise que j'ai dû fermer pour rentrer au Cameroun. Mais pourquoi vous êtes rentré? Parce que j'étais parti pour un temps. J'étais en mission. En partant en Finlande, c'était une mission. J'ai dit, je pars et je vais rentrer. Je ne vais pas passer plus de 5 ans en Finlande. J'ai passé 7 ans. Mais bon, il fallait ficeler les choses pour rentrer. Donc, c'était une mission. Ces pays, on le sent, ce sont des pays inhospitaliers. Ce sont des zones inhospitalières pour l'être humain. On n'est pas censé vivre 1, 2, 3 mois sans rayonnement solaire. C'est insensé. Ces zones-là ne sont pas des zones de vie. La vie humaine est censée être au niveau des équateurs, de l'équateur, entre les 2 tropiques. À la limite, on traverse le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne sur, disons, 500 km. Au-delà, on ne devrait pas avoir la vie humaine. Parce que vivre dans ces environnements-là corrompt l'ADN humain. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont l'air tous médusés dans ces contrées-là. Ils sont très blancs. On voit leurs veines à fleur de peau et ils sont obligés d'aller en été en Espagne se bronzer pour avoir un peu d'énergie solaire. Les zones tropicales sont les zones où la vie humaine est censée proliférer. Nous sommes faits pour les zones tropicales. Donc, c'était pour répondre à votre question, bien sûr. C'était pour moi normal de rentrer. J'y suis allé pour le savoir. Les gars ont les laboratoires. Ils ont les livres. Je n'ai jamais autant lu que j'ai lu en Finlande. Je vous assure. Je n'ai jamais autant acheté de livres. C'est-à-dire un pays qui investit dans l'éducation. Déjà, les études sont gratuites. L'accès aux livres, c'est... Si vous êtes à l'université et qu'à la bibliothèque de l'université, il n'y a pas de livre, ils commandent ce livre pour toi. Si c'est un seul livre qui est disponible dans le monde, ils vont le louer. Ils vont le louer, le faire venir, vous allez l'utiliser et ils vont renvoyer le livre gratuitement. C'est pas merveilleux? C'est excellent. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Et j'ai lu les livres qu'il me fallait. J'ai pris la connaissance qu'il me fallait. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Je suis rentré. Parce qu'il n'y a pas la richesse là-bas. Il y a la richesse chez nous. Est-ce qu'on n'est pas souvent pris pour un savant fou? Oui. C'est pour ça que j'ai risqué la mort dans ce pays. Pour ce que j'ai dit. Malox a dit que le CED doit m'interpeller. Pourquoi? À cause de ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Parce que tout ce que j'ai dit que le beignet haricot n'est pas bon pour la santé. J'ai dit qu'il faut manger, que l'avocat mangeait avec du pain. C'est une hérésie. Pour ça, il dit que le CED doit m'interpeller. Avec ça, vous marchez dans la crainte. Parce que Malox, ce n'est pas n'importe qui.
Il a pignon sur rue. Il a une communauté engagée derrière lui. Quand il dit une parole comme ça, imaginez que sa communauté me prenne en grippe. Ouais. C'est dangereux. S'il n'y avait que lui, le professeur Bahebek. Ah oui. Il a dit que je dois être fusillé. Non, excusez-moi, je rigole, mais pour de vrai? Bah oui. Il a dit ça sur un plateau de télévision. Waouh. Le docteur Dieudonné Nsomba. Oui. Il a dit pareil. Est-ce que vous pouvez vous sentir en sécurité dans ce... Non. Est-ce que vous allez vous sentir compris dans cette société? Non. C'est logique que je pense qu'on me prend pour un savant fou. Et pourtant, j'apporte des solutions. Mais bon, nous sommes en guerre et je suis préparé psychologiquement pour ça. Et c'est pour ça que je suis rentré. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas rentrer en Finlande, de ne pas fuir et rentrer. Parce que j'étais préparé pour ça. Ma famille m'a dit, ferme tout ça, arrête, laisse manger les gens comme ils veulent. On a perdu ton père, tu es son successeur, on ne va pas te perdre comme ça. Ferme tout ça. Ils m'ont séquestré dans mon bureau un soir à 18h. Bah oui. Mes frères et sœurs, nous sommes 7. Ils sont allés chercher ma mère qui avait du mal à marcher. Ma vieille maman pour la mener dans mon bureau. Ils m'ont fermé quand les employés étaient partis. Pour me dire, arrête ce que tu fais là. Arrête. Ferme tout ça. Si tu veux rentrer en Finlande, rentre. Si tu n'as pas l'argent du billet d'avion, on va cotiser et tu vas rentrer. Tes papiers sont encore à jour. Et malgré ça... Non, mais je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Je suis l'infini en mouvement, évoluant dans l'éternité du temps. Et je suis en mission. Quand vous avez une mission, peu importe vos émotions, vous devez accomplir cette mission. Surtout si cette mission est noble. Et aujourd'hui, quand je vois un papa de 75 ans qui sort du diabète et que sa famille est heureuse, je sais que j'ai accompli ma mission. Quand je fabrique des remèdes qui marchent et que l'OAPI brevette, je sais que j'ai accompli ma mission. C'est tout. Mais malgré ça, vous avez quand même des personnes qui ont pignon sur lui, tel que le professeur Bahebek. Malgré le fait que ça a été validé par l'OAPI, ils disent quand même qu'on doit vous fusiller. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? S'il n'y avait que eux, il y a comme ça une pléthore de grandes personnalités. Je vais m'arrêter là pour ne pas m'attirer des foudres. Des foudres. Ce n'est pas une question de personne. Oui. C'est une question de l'environnement dans lequel on est, qui déteste les gens qui pensent. Si tu fais dans n'importe quoi, là, on va te laisser tranquille. Mais si tu penses, surtout si tu ne penses pas comme tout le monde, tu es tapé dessus. Et c'est là que tu sais que tu as accompli que tu es sur le bon chemin. Lorsqu'on te tape dessus, lorsque tu as l'impression d'être incompris, mais derrière, ce qui te montre que tu es sur la bonne mission, c'est les sourires que tu apportes à l'humain, à ceux qui t'ont compris. Et tôt ou tard, des gens reviennent vous dire que ouais, je m'étais trompé sur toi vraiment. C'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Tout à fait. Toute vérité traverse ces étapes. Tout à fait, tout à fait. D'abord, la vérité est combattue. D'abord. Le messager est même cloué au pilori. Et ensuite, on dit, hey, regardons un peu ce qu'il dit là. Et après, on dit, non, il avait toujours raison. C'est même vrai, ça a toujours été comme ça. Oui, en effet. Mais entre-temps, tu es où? Oui, c'est ça. On t'a vilipendé, peut-être tu es même mort. Tout à fait. On a cambriolé mon bureau. Ah oui? Oui, oui. Ils ont cambriolé dans quel but? Détruire ce que vous aviez construit ou alors ils avaient quelque chose en particulier qu'ils cherchaient? Ce sera à vous d'en déduire après ce que je vais vous dire. Dans mon bureau, il y a mon échoppe. Oui. Où j'ai toutes mes inventions, tous les produits qui sont étalés. Et puis, à l'arrière, il y a mon bureau où je reçois les gens. Oui. Ils ont tout cassé. Ils sont entrés dans mon bureau. Ils ont porté mes ordinateurs, mon appareil de biorésonance, tous mes téléphones de service. Mais ils n'ont pas pris une seule bouteille de miel. Waouh. Un seul produit que je vends, ils n'ont pas pris. C'est à vous de déduire ce qu'ils voulaient. C'est pour dire que les paroles que nous donnons dans les médias et dans les réseaux sociaux sont forts. Quand quelqu'un se met dans les médias et dit des paroles comme ça, il ne sait pas comment les gens vont prendre. Même si je suppose qu'il ne disait pas ça de façon méchante, derrière, les gens illettrés prennent ça au premier degré. Dans la rue, les gens qui suivent Malox vont prendre ses propos au premier degré. Ils ne vont pas se dire que c'est de la blague. C'est la société dans laquelle on est.
Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas porter plainte? J'ai pas le temps pour ça. Voilà. Wow. En tout cas, j'admire votre courage. Hein. J'admire votre courage. Et justement, vous parliez tout à l'heure du pain avocat. Que c'est une absurdité. Oui. Pourquoi? Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. L'avocat, vous voyez, on mélange quelque chose de divin comme l'avocat à quelque chose de maléfique comme le pain. En quoi est-ce que l'avocat est divin? L'avocat est divin parce que c'est la nourriture que le Créateur a prévue pour notre corps. L'avocat, il est vivant. Oui. Il est non transformé. Si vous le semez, il pousse, il donne un arbre. Il perpétue sa vie. Et dans le terme perpétuer la vie, il y a perpétuer la vitalité. La vie sur Terre tient en un transfert de vitalité. Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, elle transfère sa vitalité, une partie de sa vitalité, ou la vitalité de l'univers, à un petit bébé qui va demain donner aussi de la vie. Donc, quand vous mangez l'avocat, cet avocat vous transfère la vitalité dont vous avez besoin pour renforcer la vôtre. Cette vitalité, vous ne l'avez pas dans le pain valère. Oui, c'est vrai. Et donc, quand vous mangez un aliment dévitalisé, comme le pain, il va vous apporter rien du tout. Pire encore, il va vous dévitaliser. Pourtant, on dit que le pain est complet. Ça, c'est ce que l'éducation dit. Ouais. L'éducation qui nous promet qu'à la fin, après 25 ans, tu as juste 20% de chances d'avoir du travail. Tu as 80% de chances d'être chômeur. Bon, ça dépend du pays dans lequel on se trouve. Édulcorer, ça, c'est comme vous voulez. Même en France, on se plaint du taux de chômage. Oui, mais on n'est pas quand même sur du 80-20. On a été coupé, hein, docteur Zobo, mais vous avez dit quelque chose de très intéressant à Nofla. J'aimerais qu'on revienne dessus. Le sel raffiné. C'est quoi l'arnaque du sel raffiné? Il faut bien savoir que le sel raffiné dans nos sociétés actuelles coûte 3 000 francs le sac. Oui. Et il y a même 2 ans à peu près, il coûtait 1 000 francs ou 1 500 le sac. Oui. Alors que le sel complet non raffiné coûte 3 500 à 4 000 francs des 200 grammes. Pourquoi on vend 15 kilos à 3 000 pour un sel et l'autre, on vend juste 200 grammes à 4 000 francs? Parce que le sel raffiné est un déchet de l'industrie du sel. Le vrai bénéfice de l'industrie du sel, c'est d'extraire les minéraux du sel raffiné pur, originel. Parce que le sel vient de la mer. Quand on déshydrate de l'eau de mer dans des milieux lacustres, lacustre, ça veut dire le lac, dans des milieux lacustres qu'on appelle des marais salants, on déshydrate de l'eau de mer et ça donne du sel pur. Sel pur, oui. Ce sel pur-là est extrêmement bon pour la santé. Parce qu'il contient l'entièreté des minéraux de la roche-mère et de la terre. On compte combien de minéraux à peu près dans le sel pur? Nous avons à peu près 90 minéraux. 90 minéraux. Et dans le sel raffiné, nous en avons combien? Deux. Peut-être l'iode aussi. Le chlorure, le chlore et le sodium. C'est pour ça qu'on l'appelle le chlorure de sodium. Où sont passés les 88 autres minéraux? L'industrie du sel a raffiné, a enlevé ces 88 minéraux pour les vendre à l'industrie pharmaceutique, qui va en faire des compositions pharmaceutiques pour les hôpitaux. Le fer pour le totema et autres médicaments, le calcium pour ceux qui ont des problèmes articulaires, le magnésium pour ceux qui ont des problèmes de sang et autres là, etc. L'iode, etc. pour ceux qui ont le goitre, etc. Voilà le vrai business de l'industrie du sel. C'est enlever les minéraux et vendre à l'industrie pharmaceutique. Ce qui reste là, le chlorure de sodium, c'est en fait des rebuts de l'industrie du sel qui sont censés jeter. Mais s'ils jetaient, ce serait des tonnes et des tonnes d'amas de sel raffiné dont ils ne sauraient quoi en faire. Ils ont eu donc la géniale idée de légiférer dessus, de faire légiférer dessus et de vendre ça comme sel de cuisine. Wow. Et l'industrie pharmaceutique a trouvé ça génial parce qu'en vendant ça aux gens, ça va détruire leur santé et ils reviendront des années plus tard acheter des médicaments pour réparer ça. Et la boucle est fermée, c'est du business. Et voilà comment on fabrique des générations et des générations
de personnes malades sur lesquelles le système va s'engraisser. C'est pourquoi tous ceux qui commencent à consommer du sel complet se portent mieux. On interdit du sel aux personnes hypertendues, mais on ne leur précise pas le sel raffiné. Ah oui. On ne leur précise pas, je t'interdis le sel raffiné. On dit seulement, on t'interdit le sel. Pourtant, ces mêmes personnes continuent à consommer le céleri, le persil et autres qui contiennent tous des sels minéraux. Les plantes, à travers leurs racines, absorbent les sels minéraux pour les stocker dans leurs organes que nous consommons par la suite. Les mêmes sels qui sont contenus dans l'eau de mer sont contenus dans la terre. Parce que l'eau de mer et le sel contenu dans la mer provient du lessivage des terres. À travers les torrents, les affluents et les confluents qui convergent tous vers la mer, apportant cette boue-là, qui n'est pas que de la boue constituée de sable et autres, mais surtout constituée des minéraux. C'est pour ça que quand vous allez dans votre village prendre une terre pure et que vous la mangez, ça améliore votre santé. Parce que cette terre pure-là est riche non seulement en minéraux extrêmement complets, mais aussi en probiotiques, en bactéries, en virus et en champignons, très bons pour votre flore intestinale. Ça, peut-être on en parlera plus tard. On reste dans le domaine du sel pour dire que ce sel raffiné-là est en fait ce qui est interdit et ne devrait pas être consommé, que ce soit par les malades que les bien portants. Waouh. Là, c'est une masterclass, là. C'est pourquoi je ne parle pas n'importe qui. Parce qu'il faut être prêt pour comprendre ça. Bien sûr. Ceux qui ne sont pas prêts insultent. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai cessé de... Mais comment vous avez découvert ça? C'est les études. C'est la convergence des sciences. Si tu comprends que l'éducation est une arnaque, tu vas comprendre que la politique aussi, c'est une arnaque. Tu ne peux pas rejeter l'éducation nationale et dire que la politique est bien. Tu ne peux pas rejeter la politique et l'éducation et dire que l'économie est bien. La façon dont les économies sont gérées dans le monde en ce moment, c'est une arnaque. Tu ne peux pas rejeter l'économie, la politique et puis l'éducation et accepter la religion. C'est tout ça qu'il faut remettre en question. Y compris la façon dont on se nourrit. Et c'est en égrénant tout ça que tu vas à la source de tous les problèmes, tu te documentes et en plus, tu travailles sur ton corps, sur ton antenne cosmique afin que tu reçoives à temps réel les informations dont tu as besoin. Donc, ce que je suis en train de comprendre, c'est que l'alimentation qu'on a peut nous empêcher d'être connectés spirituellement, c'est ça? Oui, parce que la simple preuve, quand vous mangez peut-être un plat de couscous ou un bon pain chargé avec de la viande, 15 minutes après, comment vous vous sentez? Envie de dormir. Votre antenne cosmique est mal aiguillée et vous avez envie de dormir. Or, vous devez être éveillé. Voilà un signe patent de l'impact direct de l'alimentation ou d'un aliment sur votre santé. Des aliments dégénérés et morts vous mènent à la mort, vous dévitalisent, font baisser votre vitalité. Et quand vous avez une vitalité basse, vous ne pouvez pas capter des hautes fréquences. Alors que si vous avez une vitalité élevée, vous êtes inspiré, vous captez des hautes fréquences et vous atteignez des niveaux d'accomplissement dans la matière à nul autre pareil. Les grands inventeurs, Socrate et autres là, étaient des grands penseurs, étaient des gens qui avaient des idées lumineuses. On te dit que l'un était sous un arbre, il a vu une pomme tomber et il a dit théorie de la relativité. C'est parce que c'était quelqu'un qui avait déjà une ascèse personnelle, une discipline personnelle haute, qui mangeait hautement vitalisant. C'est quelqu'un qui pratiquait de la méditation à haut niveau. C'est quelqu'un qui jeûnait beaucoup. Hippocrate, par exemple, ou l'un d'eux, pour soigner des fous, les faisait jeûner pendant un mois. Pour que tu sois séparé de toute distraction, la digestion étant l'une des premières distractions. Parce que la digestion distrait ton être, dirige l'énergie de ton corps vers elle, alors que l'énergie de ton corps doit être dirigée vers des sphères plus hautes que la digestion. Il y a d'autres choses plus importantes dans cette vie que la digestion, la libido et d'autres choses.
Il faut diriger la connaissance, diriger l'énergie vitale vers des sphères plus élevées que la digestion. Impact direct de la digestion sur les capacités cognitives et l'énergie vitale. Tu manges des choses lourdes, tu dors la minute après. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué. Tu manges des choses légères, tu es zen, tu travailles en paix. Tu prends 2, 3, 4 bananes et une papaye. Même si tu es plein, 30 minutes après, tu es zen. Et tu vas à tes occupations parce que ce sont des choses extrêmement digestes, extrêmement vitalisantes, emplies de l'électricité qui te vitalise et tu te trouves en train de faire des choses que les autres ne font pas. En effet. Et justement, vous parlez aussi du lait. Les publicités nous ont dit que le petit déjeuner, déjà, c'est le repas le plus important de la journée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça, c'est encore l'éducation. L'éducation nous dit qu'il faut manger 3 fois par jour, que le petit déjeuner, il faut manger comme un petit déjeuner comme un roi, etc. Le déjeuner comme une princesse, je ne sais pas quoi. Dès que c'est l'éducation qui nous a dit, il faut d'abord mettre à côté. Il faut d'abord critiquer et se mettre à côté et dire, est-ce que c'est même vrai? Quand on se réveille le matin, le corps a passé 7, 8 à 10 heures pour certains au repos. Oui, au repos. Les organes n'ont pas travaillé. L'idéal le matin, c'est de continuer à laisser ces organes au repos. Ah oui? Pourquoi l'idéal? Parce que c'est au repos que tes organes se nettoient. Oui. C'est au repos que tes organes fonctionnent mieux, font leur reset, améliorent leur énergie. Lorsque tu manges le matin, tu es en train d'arrêter le repos de tes organes. Il faut pousser le premier repas le plus loin possible. La preuve en est que quand vous mangez le matin, vous êtes fatigué. Oui, c'est vrai. Quand vous ne mangez pas, vous êtes zen, vous êtes libre, vous êtes flexible, vous êtes... Comment? Il ne faut pas diriger l'énergie vers quelque chose qui va me distraire. Si je dois travailler intellectuellement ou physiquement, je dois limiter l'énergie que consomme la digestion. C'est pour ça que le matin, l'idéal, c'est de ne pas manger. Il faut repousser le premier repas le plus loin possible. Il faut être le plus libre possible. On peut prendre une infusion, on peut prendre de l'eau si on veut, et même ça, on peut s'en passer pour avoir un corps en très bonne santé et l'énergie au top. Mais pourtant, il y en a qui disent que s'ils ne prennent pas leur petit déjeuner, ils ne démarrent pas de la journée. C'est parce qu'ils sont accros à ce petit déjeuner. Ils sont accros, quoi. Parce que la nourriture, c'est de l'addiction. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui disent que si je ne couche pas avec ma femme à 5 heures, vraiment, je ne vais pas passer une bonne journée. C'est vrai, ouais. C'est écrit où? C'est parce que tu es accro à ça. Il y a des gens qui disent que si je ne fume pas un bâton, je ne peux rien faire, je suis fatigué. Oui, effectivement, ils ont l'air fatigués après. Mais c'est une fatigue temporaire. Ils ne vont pas mourir de ça. Et pour sortir de l'addiction, il faut briser les habitudes addictives. Simple. Et donc, pour sortir de l'addiction à la nourriture, il faut enlever les habitudes nocives, des habitudes alimentaires nocives. Et donc, il faut repousser le premier repas le plus loin possible. Et c'est comme ça que vous allez sortir de là. Vous n'allez plus être fatigué. Vous allez retrouver votre nature fondamentale, votre nature originelle, qui est celle d'être divin, qui est pleinement énergétique et qui a toute son énergie en toutes circonstances. La nourriture est addictive et c'est contre cette addiction-là qu'il faut faire tout pour sortir. Ce n'est pas pour dire que la nourriture est mauvaise. Oui. Elle est bonne. Elle est bonne. Mais son abus nous mène vers les travers. Son abus en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de timing alimentaire. Il y a des gens qui mangent 3 fois par jour. Ce n'est pas bien pour la santé. Ah tu oui? es tout le temps en train de digérer. Le ventre est tout le temps en train de faire glou, 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 glou. Alors que tu dois être occupé, ton énergie doit être occupée aux choses plus nobles que la nourriture, que la digestion. Attendez, ce que vous dites là, attendez. On nous a toujours expliqué qu'il faut manger 3 fois par jour, matin, midi, soir. Et là, vous dites que ce n'est pas bon. Depuis qu'on mange 3 fois par jour, là, est-ce qu'on a moins de cancer? Non. On va de mal en pire. On a de plus en plus de maladies qui se déclarent. Et peut-être parce qu'on les détecte plus vite maintenant, parce qu'en raison des avancées de la science. Et pourquoi l'espérance de vie baisse? Ça dépend du pays, parce que dans les pays occidentaux, l'espérance de vie Sur le plan augmente. mondial, M. Valère, sur le plan mondial, l'espérance de vie est en chute. Mais il faut Même s'il y a des variations en termes de pays, sur le plan global, l'espérance de vie chute depuis des millénaires.
Encore pire depuis la période industrielle. Parce que c'est après la révolution industrielle que les industries agroalimentaires ont pris naissance. C'est depuis lors que l'être humain a atteint des niveaux de dégradation de sa propre nourriture jamais égalés sur l'être humain, sur la Terre. Un être vivant qui empoisonne sa propre nourriture avant de manger. Tu prends la tomate fraîche. Au lieu de la manger directement pour avoir la santé et te nourrir, tu la fais cuire, tu la fais moudre, tu la rends en pâte, tu tamises et tu mets des produits chimiques, des poisons à l'intérieur, des conservateurs, des édulcorants, des colorants. Lesquels poisons tu ne peux pas prendre ça comme ça et manger. Sur les tonneaux de ces produits et de ces conservateurs, on met la tête de mort avec le crâne là. C'est vrai, vous dites ça, ça a du sens. Oui. On met la tête de mort. Donc, ça veut dire que ce sont des produits qu'il ne faut pas consommer. Mais on nous met ça en faible dose dans l'aliment. Tu manges une petite quantité, 2 grammes dans le ketchup, 2 grammes dans le pain, 2 grammes dans la limonade, 2 grammes dans le sel, 2 grammes dans le sucre, 5 grammes dans la glace que tu vas prendre. À la fin de la journée, tu te retrouves à avoir mangé près de 100 grammes de ces produits toxiques. En 30 ans, M. Valère, 100 grammes par jour, en un an, ça fait 365 000 ou 365 000 grammes. Donc, presque 30 kilos que tu en as mangé en un an. En 30 ans, ça fait combien? Ouais, ça fait beaucoup. Il y a de quoi on va avoir autant de maladies aujourd'hui. Il y a de quoi l'espérance de vie va être aussi basse que celle qu'on constate. Il y a de quoi la composition du sperme des hommes sur la Terre va être en chute. Nous avons une épidémie d'azospermie, d'oligospermie et de azospermie et autres là aujourd'hui sur cette Terre. Ça vient d'où? Mettons les cartes sur table, asseyons-nous autour d'une table, faisons une conférence, demandons-nous d'où ça vient. Si c'est la religion qui doit nous dire d'où ça vient, qu'elle nous dise. Si ce sont les sorciers et les marabouts qui vont nous dire, qu'ils nous disent. Et si c'est la science qui va parler, qu'elle parle. Et là, je vous parle de science. Non, ce que vous dites, ça se comprend. Hein. Ben le voilà. calcul est vite fait. Ben voilà. Donc, l'origine des maladies et l'origine des pathologies qu'on constate aujourd'hui, quand on interroge ça, l'industrie agroalimentaire a sa grande place dedans. Bien que l'être humain a commencé à travestir et à corrompre ses repas depuis la découverte du feu. Parce que sur cette terre, on a découvert le feu, au point où on a frotté 2 pierres comme ça pour avoir du feu. Mais avant ça, on mangeait quoi? Ouais, c'est vrai. On n'attrapait pas une biche saignante et on croquait dessus. On mangeait tout vivant. Et ce qu'on ne pouvait pas manger vivant, on n'en mangeait pas. Et donc, on ne mangeait pas la viande. On ne mangeait pas le pain. On ne mangeait pas le macabo. On ne mangeait pas le plancton. On ne mangeait pas le riz. On mangeait des feuilles et des fruits qui sont les choses qui sont adaptées à notre tube digestif. Le tube digestif de la chèvre est adapté à l'herbe. L'herbe dure et coriace. C'est un herbivore. Notre tube digestif n'est pas adapté à l'herbe dure et coriace. C'est pour ça que tu ne peux pas manger le susongo, qui est le Penicetum purpureum, l'herbe grasse, le roseau. Tu ne peux pas manger ça. Mais le bœuf peut en manger, la chèvre peut en manger. C'est pour ça que si tu donnes de la viande à une chèvre, elle va mourir de faim parce qu'elle n'est pas adaptée à digérer de la viande. Notre tube digestif, il est similaire à celui des singes, qui est adapté à manger des fruits et des feuilles tendres. Donc, à l'origine de l'humanité, notre corps a été fait pour fonctionner avec ce type de carburant. Les fruits et les légumes tendres et les graines et quelques chenilles, les œufs qu'on peut manger sans cuire. Notre tube digestif est adapté à ça. Maintenant, dès que tu fais cuire, le tube digestif n'est plus fait pour ça. Il ne s'y attend plus et il développe des réactions immunitaires. On a vu en laboratoire que lorsque vous mangez quelque chose qui est cuit, le corps développe des mécanismes, des réactions immunitaires identiques à celles qu'il développe lorsque un pathogène pénètre dans le corps. Ah oui? Bah oui. Et les articles scientifiques ont été publiés dans ce sens. Vous tapez seulement, vous allez sur PubMed ou sur Google Scholar. Effect of cooked food on the body. Les globules blancs, les globules rouges, les réactions immunitaires, le système lymphatique, tous s'ébranlent, se mettent en alerte, comme s'il y a alerte dans la maison.
lorsque vous mangez quelque chose de cuit. Mais quand vous mangez quelque chose qui n'est pas cuit, non, tout va bien. Bienvenue dans la maison, on te reconnaît, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Les cellules sont vivantes, tu as mangé quelque chose de vivant, les cellules reconnaissent ça et tout va bien. Il n'y a pas de réaction immunitaire, il n'y a pas un branle-bas dans le corps. Nous sommes faits pour manger vivant parce que nos cellules sont vivantes. On ne peut pas nourrir des cellules vivantes avec des aliments morts. Et c'est capital à comprendre, c'est le mensonge dans lequel on nous a mis. Et un autre gros mensonge, c'est celui du lait. Bah oui. Mais pourquoi est-ce que le lait, c'est pas bon? Parce que le lait, l'être humain est le seul animal sur cette terre à consommer du lait après sa naissance, après qu'il soit sevré. Tous les animaux sur cette terre cessent de consommer du lait après leur naissance. Ça, c'est d'un. De deux, le lait aujourd'hui est un produit industriel. Oui. Et étant un produit industriel, il est hautement transformé, il est pasteurisé, c'est-à-dire cuit et mort et dévitalisé. Et ensuite, on y rajoute beaucoup de produits chimiques, soit pour le blanchir, soit pour le conserver, soit pour l'édulcorer, soit pour faire, etc., etc. Si vous prenez même du lait sucré, on y a rajouté du sucre raffiné, qui est encore quelque chose d'extrêmement dangereux pour la santé. C'est pourquoi la courbe des cancers dans le monde, ou le MAP, ou le graphique des cancers dans le monde, est intimement superposé avec le graphique de la consommation du lait et des produits laitiers dans le monde. Plus vous consommez des produits laitiers, plus vous aurez des cancers dans cette société-là. Et les statistiques sont là pour le prouver. Vous n'avez qu'à taper sur Internet. En 2-3 recherches, vous tombez là-dessus. L'Afrique est encore épargnée parce que l'Afrique est le dernier consommateur des produits laitiers dans le monde. C'est vrai. Les pays occidentaux sont les premiers consommateurs des produits laitiers et c'est pourquoi c'est l'une des choses qui explique pourquoi là-bas on constate le cas de cancer le plus élevé au monde. Notamment les femmes du cercle polaire arctique, les norvégiennes, les suédoises, les finlandaises, les néerlandaises sont les plus grosses consommatrices de lait au monde. Ce sont chez ces femmes-là qu'on détecte la plus grande prévalence en cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer des ovaires. Voilà. Donc, la courbe du lait, ou bien le graphique du lait correspond nettement au graphique des cancers dans le monde. Donc, le lait est aussi quelque chose, une grosse filouterie, un gros mensonge dans lequel il faut que nous sortions et pour lequel il faut qu'on éduque nos populations. D'ailleurs, les enfants dans notre pays, les enfants qui ont vécu à la campagne, ont l'air d'être plus en santé que les enfants qui ont vécu en ville, avec tout le lait, le chocolat, les shawarma, les spaghettis et autres choses de notre bonne société. Il faut fuir l'alimentation industrielle. Vous allez au village, vous trouvez des enfants qui jouent sous la pluie, carrément nus, alors qu'un enfant de la ville, s'il fait l'appareil, il va choper une maladie. Tout à fait, oui. Le système immunitaire de tels enfants a été extrêmement corrompu et endommagé par cette alimentation sur laquelle je pointe encore le doigt, l'alimentation industrielle. Et j'aimerais revenir quand même sur quelque chose dont j'aimerais que... Vous dites que beignet bouilli haricots, c'est toxique. Vous dites même que c'est le repas le plus toxique du Cameroun. Comment ça? Parce que c'est un repas industriel. C'est industriel, c'est hautement raffiné et c'est hautement dégénéré. C'est-à-dire que non seulement la température de cuisson est très élevée sur ce plat, mais il est à 90 ou 95% industriel. La seule chose qui n'est pas industrielle dedans, c'est peut-être le haricot et le maïs de la bouillie. Le reste est industriel. La farine de blé, l'huile de friture, le sel, le sucre, etc., etc. C'est un repas extrêmement dangereux pour la santé et c'est pour moi le repas le plus toxique d'Afrique et du Cameroun particulièrement. Rares sont les repas qui cumulent autant de toxicité. C'est un repas, même sur le plan botanique, c'est un repas extrêmement déséquilibré, c'est un repas extrêmement nocif pour la santé. Vous avez dans ce repas un cocktail de produits chimiques. Le sel raffiné est raffiné. La farine de blé est raffinée. Le sucre est raffiné. L'huile avec laquelle on cuisine est raffinée. Ne parlons même pas des conditions dans lesquelles on le cuisine. N'en parlons même pas. Si quelqu'un le fait à la maison, disons que c'est moins dangereux.
Mais regardez dans les conditions. Regardez la couleur de l'huile de friture. Regardez le nombre de fois on ne change jamais cette huile, etc., etc. Quand vous en mangez, 15 minutes après, vous êtes assommé. Vous avez envie de dormir. Vous avez des indigestions. Ce plat est constitué à 80-90% de bourratif. Il n'y a pas de légumes dedans. Mais le haricot, ce n'est pas un légume? Le haricot, ce n'est pas un légume, c'est un féculent. Ah oui. C'est-à-dire qu'il se digère très lentement. Il est constitué de protéines et de glucides très complexes que le corps a du mal à digérer. C'est pour ça que les femmes ont compris ça et quand elles cuisinent le haricot sauté aujourd'hui, par exemple, elles rajoutent de la carotte, du haricot vert, du poivron pour agrémenter et faciliter la digestion parce qu'avant, c'était grave, quoi. Les gens avaient des indigestions pas possibles avec le haricot. C'est un féculent. C'est un produit extrêmement difficile à digérer. Si vous voulez la santé, consommez des choses qui sont très faciles à digérer et vous serez en santé. Évitez le haricot, évitez les farines, évitez les sucres complexes comme dans l'amidon, le manioc, le macabo et tout ça. Évitez ces choses. Limitez-les. Je ne suis pas dans l'interdiction formelle, bien que moi, je me l'interdis personnellement. Mais je demande à ceux qui ne peuvent pas s'en passer de façon radicale, d'en réduire la consommation et tester sur leur corps. Que ça donne. Faites une semaine sans féculent et venez après me dire si j'ai raison ou tort. Mais ne rejetez pas tout en bloc dans un esprit de suivisme ou de rébellion sans fondement. Pourtant, les féculents, c'est vivant. Vous ne pouvez pas les manger sans les cuire. Oui, c'est vrai. Quand vous... Bon, la patate. Effectivement, elle est meilleure. Elle est meilleure que le macabo. Parce qu'on peut la manger sans la cuire. Même le melon, que vous appelez les courges outre-mer, les courges, les potimarrons, on peut les manger sans les cuire. Donc, en tant que complément, ils sont largement meilleurs que ce qu'on ne peut pas manger sans cuire. Deuxième argument, non seulement on peut les manger sans cuire, mais aussi ils cuisent très rapidement. Vous ne pouvez pas comparer le temps de cuisson de la patate douce à celui du macabo, ou du plantain, ou du maïs, encore moins du blé. Donc, la patate douce est beaucoup plus facile à cuire. Elle cuit, c'est-à-dire qu'on a besoin de très peu de température pour la tuer. Donc, quand elle est cuite, elle est encore semi-vivante. Vous voyez? Et d'ailleurs, vous pouvez la manger sans la cuire. Oui, c'est vrai. Ce qui fait qu'elle est beaucoup meilleure pour la santé que d'autres. C'est sur cette base-là qu'en cabinet, nous essayons de conseiller le patient, de le suivre, de revoir son hygiène alimentaire. Et c'est persona dependent. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont allergiques à la patate. Oui. Il y a des gens qui sont allergiques au melon. Et il faut trouver comme ça des substituts. Il faut trouver des voies de contournement. C'est toute une expertise que nous avons pu affiner le long des années et avec toute l'expérience qu'on a dans ce sens-là. Donc, je suis d'accord avec vous que certains féculents peuvent être mangés sans cuire, mais d'autres ne peuvent pas être mangés vivants. Ce n'est pas cuit qui seront bons. Voilà la loi qu'il faut appliquer. Ce que tu peux manger vivant, alors même si tu fais cuire, le corps accepte quand même. D'accord. Mais ce que tu ne peux pas manger vivant, ce n'est pas mort par la cuisson qui sera bon pour toi. Tu ne peux pas manger la viande vivante. Non. Ce n'est pas cuit qu'elle sera bonne, Valère. Vous ne pouvez pas manger le blé sans le cuire. Parce que vous n'êtes pas un granivore. Ce n'est pas cuit que le blé sera bon pour vous. Mais du coup, pourquoi vous avez refusé de manger des arachides grillés alors que ça peut être mangé cru? Bonne question. Parce que vos arachides grillés contenaient du sel raffiné. Comment ça? On a pris les arachides et on a mis au feu. D'où sort le sel? Deuxième argument, votre arachide grillé a été tué à très haute température. La poêle ou la marmite atteint dans l'arachide grillé presque 150-200 degrés. Les minéraux, les vitamines, les principes actifs contenus dans la matière vivante sont dégénérés à partir de 40 degrés. On nous a appris à l'école que les vitamines sont thermolabiles. Dès que vous élevez la température, vous tuez les molécules organiques qui sont bénéfiques à la santé. De 3, votre arachide grillé, était-il vivant ou mort? Est-ce que vous pouvez le semer et pousse? Non. Il n'a aucune vitalité à me transmettre, Valère. Moi, quand je mange, je cherche la vitalité. Je veux vivre.
Je cherche la vitalité. Je veux que ce que je mange me transfère sa vitalité. C'est pourquoi j'ai gentiment refusé vos arachides grillés. Et je vous ai gentiment demandé de les mettre à la poubelle. Et je me suis retenu pour ne pas botter votre plateau. À ce point? Parce que je vous aime. Wow. Parce que je veux que vous puissiez vivre. Et je regrette si vous l'avez mangé. Mais de toute façon, on va mourir. Oui, mais la mort en santé n'est pas comme la mort malade. Mais on est mort. On est mort, mais la mort n'existe pas. Comment ça? Je vous invite à lire Jean-Jacques Charbonnier. Jean-Jacques Charbonnier est un médecin français qui a travaillé dans les blocs opératoires et qui a examiné beaucoup de personnes qui sont mortes et qui sont revenues. Oui. Et il a écrit de magnifiques ouvrages. Jean-Jacques Charbonnier, il a écrit La vie après la mort. Il a écrit aussi le retour des... Il a aussi écrit sur les retours d'expérience sur les near-death experiences, les expériences de mort imminente. Oui. C'est là où vous comprenez que la mort n'est pas la mort. Notre rôle sur cette terre, c'est de remettre au Créateur le corps en bon état qu'il nous a donné à la naissance. Lorsque vous mourrez dans la douleur et dans la souffrance, ce n'est pas comme mourir dans la paix. Quand vous mourrez en santé, vous mourrez dans la paix. Quand vous mourrez malade, vous souffrez abondamment avant de mourir. On vous met des couches, on vous opère, ça ne marche pas. On vous opère une deuxième fois, vous souffrez. Vous passez 2, 3, 4 jours, une semaine, un mois dans le coma, vous ne savez pas si vous allez vous relever ou pas. Vous souffrez à cause de vos égarements, à cause du fait que vous avez dit dans vos 35 ans, 40 ans, que de toute façon, on va mourir, je dois boire mes bières et manger mes arachides. Mais quand vous êtes sur le lit de l'hôpital, quand vous êtes sur la table d'opération, vous regrettez. Au moins, j'aurais vécu, j'aurais mangé des trucs qui m'ont fait plaisir, au moins au niveau de la bouche. Ce plaisir-là ne vaut pas une seconde dans la souffrance. J'ai du mal quand je vois l'être humain souffrir. Et tout le monde qui souffre et qui est revenu de la souffrance regrette ses actes. C'est parce que vous n'avez pas encore été malade que vous dites ça. Quand vous êtes malade, couché à l'hôpital, vous êtes prêt à tout donner. Vous dites au Créateur, vous êtes prêt à tout donner pour marcher. Mais une fois que vous avez la santé, vous croyez qu'elle est acquise. Et donc vous pouvez dire, on boit, on meurt. On ne boit pas, on meurt quand même. Même si la bière est à 10 000, on va toujours acheter. D'autres disent que ils ont même sorti un clip là. Hein. J'aime la bière. J'aime la bière. Voilà. Ces gens-là ne savent pas, ils n'ont pas connu la souffrance de la maladie. Parce que quand vous êtes dans l'agonie, vous voyez votre vie défiler devant vous. Ça, c'est vrai. Ouais, souvent dit ça. Et vous regrettez vos actes. Que ce soit des actes qui ont nui à votre santé ou des actes que vous avez commis pour nuire à autrui. Les meurtres, les insultes, les conflits inutiles, etc. Vous regrettez tout ça. Et le premier mauvais acte que vous faites à quelqu'un, c'est celui que vous faites à vous-même. Mal nourrir votre corps. Ne pas écouter quand votre corps vous parle. Vous prenez un verre de bière. Votre corps commence à vous signaler que non, j'ai les vertiges, arrête. Vous ne l'écoutez pas. Vous prenez un deuxième verre. Vous prenez un troisième. Et après, vous saoulez. Et en saoulant, vous prenez le volant. Vous blessez quelqu'un en route ou vous vous tuez. Une mort tragique, une mort douloureuse. La mort n'est pas la mort. Mourir en santé, ce n'est pas comme mourir dans la maladie, mourir dans la souffrance, mourir après avoir fait souffrir, après avoir endetté toute la famille dans les opérations, les évacuations sanitaires, etc., alors qu'on aurait pu éviter ça. Si vous prenez soin de votre corps maintenant, vous allez éviter à vos enfants dans 40 ans, si vous vivez longtemps, je vous le souhaite, vous allez éviter à vos enfants à 40 ans les chimiothérapies, les évacuations, les souffrances, etc., parce que vous serez en santé. La santé se construit comme la maladie se construit. Quelqu'un qui est diabétique, hypertendu ou cancéreux aujourd'hui, ce n'est pas la malchance. Ça ne se développe pas en 2-3 jours. C'est quelque chose qu'on construit sur des années. Et on arrive un jour à un point où il y a une goutte d'eau qui déborde le vase. Et le diagnostic est sans appel. Tu es hypertendu, tu es cancéreux, tu es diabétique. Maintenant, il faut corriger ces erreurs-là. Et on se retrouve parfois qu'on ne peut pas corriger. On se retrouve à mourir de maladie. Et c'est quoi le danger du sucre raffiné?
tout ce qui est raffiné n'est pas bon pour la santé. Parce que le sucre, en fait, vient de la canne à sucre, vient de la betterave sucrière. Oui. Donc, on prend ces produits qui, à l'origine, sont bons pour la santé, parce que dans leur état naturel, on les raffine. On enlève tous les bons minéraux, toutes les bonnes enzymes, tous les bons produits organiques contenus dans ces produits magnifiques, on les enlève pour ne laisser que du glucose et du fructose. Oui. Et ça, le glucose ne peut pas agir seul dans le corps. Il doit être accompagné de toutes les autres molécules dans la substance organique qu'est l'aliment que le Créateur a donné. Dès qu'on isole un nutriment, il devient désactivé et il devient nocif pour le corps. Non seulement ça, c'est que le sucre raffiné contient aussi en lui, dans le morceau de sucre ou dans la poudre, contient les excipients de l'industrie agroalimentaire. L'hexane, les composés fluorés qui ont été utilisés pour blanchir, pour stériliser, pour pasteuriser, pour donner une bonne odeur, etc. Après avoir enlevé l'odeur, après avoir blanchi, il y a des traces de cette substance qui restent dans les aliments que nous consommons. Et il y a effet sur le long terme, il y a effet d'accumulation. Le corps accumule tout ça et ça nuit aux organes. Et plus tard, on vous détecte des maladies chroniques. Tout ce qui vient de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie agroalimentaire, tout ce qui vient de la machine, que ce soit sur le plan pharmaceutique ou alimentaire, ne peut pas améliorer la santé de l'être humain. Vous parlerez comme ça du sucre raffiné, vous allez aussi me parler du spaghetti, des nouilles et autres. Tout ça sont des aliments raffinés. Vous allez me parler du pain, qu'il soit complet ou pas, ce sont des aliments raffinés. Vous allez me parler du quoi? Des limonades, de tout ce qu'on vend dans les supermarchés, limonades, et même certains jus, soi-disant naturels, des supermarchés. Tous sont des aliments raffinés, tous sont des aliments industriels qui contiennent des colorants, des édulcorants, des conservateurs, etc., etc. Nous sommes en guerre, M. Valère, et nous ne devons pas prendre ces sujets à la légère. Nous devons nous réorganiser, éduquer nos populations, partager ces informations et chacun essayer d'expérimenter. Teste. Fais une semaine ou un mois sans sucre raffiné. Si tu as l'habitude d'en consommer chaque jour. Fais un mois sans sucre raffiné. Et tu vas voir. Tu vas voir, tu observes ton corps. Tu fais même une prise de sang. Faites une prise de sang aujourd'hui et dites top chrono, un mois sans sucre raffiné. Vous allez, un mois après, refaire la même prise de sang et comparer. Vous allez voir qu'on se tue à petit feu. Et si, en plus du sucre raffiné, vous enlevez le sel raffiné, vous enlevez les farines raffinées comme la farine de blé, vous enlevez les huiles raffinées, telles que toutes les huiles qu'on vend en supermarché, ces quatre-là, votre santé va encore faire un bond significatif. C'est juste une question de test. Ce n'est pas une question d'évangile ou... Non. Non, c'est pas à prendre ou à laisser. C'est à expérimenter, essayer. Je ne suis pas omniscient. J'ai beaucoup de choses que je ne connais pas encore. Je ne vous connais pas. Je ne vous impose rien, mais je dis, testez, voir. Mais je vous dis, la science parle. La science dit ceci. La science parle de ça. La science en parle. Voici ce que la science dit. Voici les résultats de la recherche. Mon livre va sortir d'ici peu. Voilà ça. Testez et vous allez voir. Et on nous dit communément que privilégier le poisson à de la viande. Très bonne question. Voilà. Est-ce que tout à l'heure vous disiez que si ça ne peut pas être mangé sans être cuit? Très bien. Ben voilà. Dans le poisson, alors finalement, c'est bon. Nous ne sommes pas dans un radicalisme parfois. Et il y a des conditions où il y a des gens qui ont besoin quand même de manger ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Le poisson et la viande de bœuf ne peuvent pas être mangés sans cuire. Oui. Mais quand même, entre les deux, il y a l'un qui est plus toxique que l'autre. D'accord. Entre les deux, sur la base du temps de cuisson, lequel cuit plus vite? Poisson. Le poisson. Ah oui. Félicitations. Entre les deux, lequel est plus susceptible d'être digeste ou mangé cru? Poisson. Le poisson. D'ailleurs, les Japonais consomment la viande de certains poissons sans cuire. Voilà pourquoi le poisson, sur le plan digestif, organique et métabolique,
est beaucoup plus digeste que le bœuf, que la viande de bœuf. Mais tous les deux sont dévitalisés à l'état où on les mange. Le poisson des Japonais qu'ils mangent à l'état cru, il a déjà été tué. Il est mort. Pire encore, s'il est mort il y a 1 mois, 2 mois. Il est dévitalisé, il n'a aucune vitalité à vous transmettre. Mais si on tue le poisson immédiatement et que vous faites les comment on appelle? Les sushis. Voilà, les sushis ou les languettes, les filets de ce poisson. Les filets, oui, c'est ça. C'est bon pour la santé. Parce que c'est vivant. Mais le danger dans ça, c'est que si c'est un poisson qui comporte des parasites, vous risquez de choper ces parasites et de finir par une maladie parasitaire beaucoup plus délétère que l'intérêt que vous aviez à consommer ce poisson vivant. C'est pour ça que les Japonais, avant de manger ce poisson-là, le trempent dans des saumures qui ont pour but de neutraliser ou tuer ces parasites. Ils trempent le poisson ou le sushi dans des saumures ou des solutions très acides pour tuer les parasites. Wow. Bah oui. Et les animaux qui consomment le poisson vivant, on a des ours et d'autres animaux qui consomment les poissons vivants, sont des maillons de la chaîne parasitaire de reproduction de tels parasites. Parce que les parasites, certains parasites ont besoin de passer dans le corps de plusieurs animaux pour compléter leur cycle de vie. Et leur phase larvaire est par exemple dans le foie de la morue qui va être consommée par l'ours. Leur phase adulte est dans l'intestin de l'ours. Et dans l'intestin de l'ours, le parasite fait de longs organismes comme ça qu'on appelle des vers qui pondent des œufs. Et l'ours, ces œufs-là, l'ours défèque dans l'eau. Et dans l'eau, les œufs vont éclore pour rejoindre le corps du saumon ou de la truite. Et c'est comme ça que le cycle est fermé. J'ai appris ça en parasitologie, Valère. J'ai étudié ça. Wow. Je suis allé plus loin. J'ai étudié l'impact des parasites sur le comportement psychique des animaux. Il y a des parasites qui vous poussent à avoir des comportements particuliers. Ah oui? Bah oui. Et un champignon qu'on appelle le cordyceps. C'est un champignon qui, lorsqu'il parasite le corps, notamment le corps de certaines fourmis, ça pousse la fourmi à aller vers son prédateur. Wow. Parce que le champignon a besoin de transiter par le corps du prédateur de la fourmi. Il a besoin de passer dans la fourmi, ensuite de passer dans le corps du prédateur de la fourmi en question. Excuse-moi, c'est quoi? Donc, on a eu à faire de la parasitologie, et c'est par la parasitologie qu'on comprend l'impact des parasites dans le corps. Et comme ça, on peut comprendre pourquoi telle personne est colérique si ce n'est pas génétique, si ce n'est pas environnemental. Il y a des gens, parce qu'ils sont parasités, ils sont très colériques. Oui. Il y a des gens, parce qu'ils sont parasités, ils sont très nonchalants. On les déparasite, ils changent de comportement. Donc, les parasites ont un impact sur le corps. Wow. Et est-ce qu'il y a des aliments qui rendent plus intelligents? Certains aliments ont la propriété d'agir plus sur le système nerveux. Ça, c'est connu. Mais en général, si vous mangez tel que le Créateur a prévu, si vous mangez vivant, il n'y a pas question de N'entrons pas dans le charlatanisme alimentaire. Ça, c'est beaucoup plus les choses des diététiciens et des nutritionnistes. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis un chercheur. Vous mangez vivant, votre corps sera vitalisé et la connexion dans vos neurones sera bien faite. Maintenant, il y a des aliments comme la spiruline, la poudre de maca, etc., qui sont connus pour améliorer les propriétés, les propriétés cognitives chez les animaux. Mais ce ne sont pas des aliments miracles. Si vous n'en avez pas, ne vous en souciez guère. Maintenant, l'intelligence n'est pas seulement une question de nutrition. Tu n'exerces pas ton cerveau, ce n'est pas en mangeant le maca que tu vas découvrir la formule de la relativité. D'accord? C'est aussi une question de travail. Il y a des gens, des génies qui sortent des familles dénutries des bas-fonds du quartier. C'est pour dire que l'intelligence n'est pas une question d'alimentation principalement. C'est une question d'abord de travail. Le cerveau est un organe que si vous n'exercez pas, il ne se développe pas.
Donc maintenant, il faut aussi l'entretenir. Il faut lui donner les bons nutriments, il faut lui donner une bonne alimentation, etc. Donc oui, il y a des aliments qui améliorent les capacités cognitives. Le moringa, Moringa oleifera. On a eu des thèses là-dessus. À l'université de Yaoundé 1, il y a un brillant camarade qui a soutenu sa thèse de doctorat dessus. Formidable propriété, le moringa. Le curcuma aussi. Mais le moringa, beaucoup plus pour les propriétés cognitives. Le moringa pour la reproduction améliore la fertilité des animaux. Vous donnez du moringa à des poules, elles vont pondre plus d'œufs. Vous donnez du moringa en supplément à une femme, elle aura une meilleure ovulation, une meilleure fertilité. Ce sont les aliments de notre terre. C'est pour ça que je suis fervent croyant et fervent motivateur des Africains à retourner à leur terre et à manger ce qu'eux-mêmes cultivent. Cessez de manger ce qu'ils ne cultivent pas. Ah, merci beaucoup, c'est très dense. Hein? Avant qu'on nous présente les produits du docteur, il m'a fait un joli cadeau. On va présenter tout ça, histoire qu'on voit un peu ce qu'il en est des vertus, sachant que vous avez créé votre propre industrie. Est-ce qu'il y a des aliments qui améliorent, j'ai envie de dire, la libido? Tout à fait. Les aliments qui améliorent la libido, c'est quoi en fait? La libido, c'est le sex drive. Ouais. C'est-à-dire que c'est le plaisir, c'est l'envie sexuelle. Le fait d'être plus porté vers le sexe. C'est-à-dire l'érection, l'envie, la production des hormones, la production des fluides, la lubrification vaginale sur la femme. Tout ça, c'est la libido. C'est une question, toujours, il faut revenir au principe. C'est une question de santé générale. Il n'y a pas d'organe sexuel qui fonctionne sans estomac, sans pancréas, sans foie, sans cerveau, sans thyroïde, sans etc. Tous ces organes fonctionnent en synergie pour assurer les fonctions organiques dont nous dépendons, parmi lesquelles les fonctions de reproduction, la libido. On sait très bien qu'il y a des aliments que lorsqu'on mange, ça stimule. Ça stimule le plaisir sexuel. Oui. Tel que le bitacola. Ah oui, donc ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui. Parce qu'il contient des substances qui non seulement accélèrent le rythme cardiaque, mais aussi en accélérant le rythme cardiaque, améliore l'énergie. Et l'énergie remontée, on a le sang qui peut être propulsé partout vers les organes, notamment vers les corps caverneux. Et qu'est-ce que vous pensez du poutoulou? D'autres appellent ça comment encore là? En Côte d'Ivoire, on appelle le poutoulou. Comment? Atoté, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. Ah, ok. Bon, il y a une poudre qu'ils vendent un peu en Afrique de l'Ouest. Ce sont des poudres très souvent des arbres, des arbres forestiers. C'est connu que les écorces de certaines essences forestières, le boubinga, le goswell, le rhododendron basalmiferum, etc., les coques, Altonia bonei, sont des écorces, sont des arbres dont la spécificité principale, c'est d'être très amer. Ah oui. Donc l'amertume est très stimulante pour les fonctions sexuelles. C'est pourquoi le monde de nos jours nous éloigne de l'amertume. Tout ce qui est amer est très écarté de l'alimentation moderne actuelle. C'est pas chez un McDo que vous allez manger amer. Non. Tout est sucré, huilé, cubé et salé là-bas. Rien n'est amer. Tout à fait. Nous devons manger amer. Si vous regardez les animaux dans la nature, ils mangent extrêmement amer. Vous regardez comment un singe mange. Il mange amer. Autant il a du plaisir à manger une banane qu'il éprouve le même plaisir à manger les feuilles de dolai. Un singe. Parce qu'il a déconnecté son plaisir du goût. Et parce qu'il sait que même les feuilles amères sont bonnes. Il sait ça de façon intuitive. Donc, la libido est très stimulée, est très améliorée par la consommation des choses amères. Lesquelles choses amères ont des vertus aussi sur d'autres plans de la santé, telles que la glycémie, par exemple, la tension artérielle, telles que la détox, l'élimination des graisses. Plus vous mangez des choses amères, plus vous allez éliminer des graisses. C'est pourquoi j'ai mis certaines plantes amères en gélule pour faciliter la consommation aux gens. J'ai fait le dolai en gélule. On a fait un dolai il y a 6 mois à peu près, ou 9 mois, sur une société américaine qui aurait transformé le dolai pour le mettre en gélule. Moi, j'ai fait ça depuis 6 ans.
Donc, nous avons travaillé sur la transformation de nos plantes médicinales locales en compléments alimentaires faciles à prendre. Si je vous dis, prenez une feuille de ndolé et mâchez-la pour être plus en santé, vous allez me dire c'est difficile. Je vous dis, prenez en gélule. Oui, c'est vrai en effet. C'est vrai que la galénique, ça compte aussi. Voilà. Donc, je tiens à préciser que c'est pas du vent. Hein. Donc, le docteur Nzoba, toute une entreprise, vous avez parlé de combien? 30... Nous sommes aujourd'hui à près de 33, 35. 30... Ah oui, quand même, 35, c'est pas rien. 35, voilà. C'est pas rien. Fixe, ok. Et là, je vais vous sortir quelques documents. Ça, c'est quel document? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Nous avons reçu l'autorisation auprès du ministère de la Santé publique au Cameroun pour la production et la commercialisation des compléments alimentaires sur le territoire national. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous transformons nos plantes médicinales, des boissons thérapeutiques aussi. Oui. Nous avons reçu cet agrément et c'est cet agrément que vous allez entre les mains. Voilà. C'est là, hein, c'est pas du fake, qui n'est pas inventé. C'est pas l'IA. Voilà, il y a le cachet du docteur Manaouda Malaki. C'est, voilà, c'est là. Donc, il y a une autre enveloppe que je vais vous présenter. Seuls les vrais industriels comprendront ce que c'est. Estampillé OAPI. OAPI. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dedans? Ici dedans, on a le certificat d'enregistrement de marque, Illico. Oui. Donc, ce qui atteste, c'est pour protéger la marque. C'est pour protéger la marque. La marque Illico. Qui est notre marque de compléments alimentaires. Ah, c'est la marque de compléments alimentaires. Voilà. Ça sert à quoi les compléments alimentaires? Les compléments alimentaires apportent au corps les nutriments que nous n'avons pas pu avoir dans une alimentation normale. Alimentation modèle de nos jours qui est très édulcorée. Les seules plantes aujourd'hui qui ont conservé toutes leurs propriétés médicinales et thérapeutiques sont des plantes médicinales. Et donc, en ce sens-là, les plantes médicinales sont des compléments alimentaires. Une carotte aujourd'hui contient près de 10 à 20 fois moins de vitamine A que la carotte d'il y a 30 ans. Recherche à l'appui. Et donc, à quel moment on sait qu'on a besoin de compléments alimentaires? Si on sait qu'on est dans un monde faux et très toxique comme celui dans lequel nous sommes, on doit savoir qu'on doit avoir besoin de compléments alimentaires. D'un. De deux, si on sent que son énergie baisse, on ne pense plus comme avant, on ne court plus, on n'a plus la même énergie, on ne bande plus comme avant, on ne se reproduit plus comme avant, on cherche l'enfant, on ne trouve pas. On a besoin de compléments alimentaires. Si on tombe malade tout le temps, on a besoin de compléments alimentaires. On a besoin de se détoxiner, on a besoin de se déparasiter, on a besoin de booster son système immunitaire, on a besoin de reformer ou de refonder fondamentalement la façon dont on voit son corps et sa santé pour que nos habitudes quotidiennes nous mènent plus vers la santé que vers la maladie. Ok, c'est important de le noter. Hein. Voilà. Et on rend possible, bien sûr, que les compléments alimentaires ne remplacent pas l'alimentation. Tout à fait. Ça complète. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation normale. En fait, on ne devrait pas être sous complément alimentaire. On devrait être sous une alimentation parce que ton aliment soit ton premier médicament et ton médicament soit ta première alimentation. Ça veut dire que si tu manges quelque chose et tu ne peux pas dire ce que ça soigne en toi, ça veut dire que ça te rend malade. Le spaghetti soigne quoi? La faim. Ça rend malade. La faim n'est pas une maladie. Voilà. Le moringa peut être consommé chaque jour comme nourriture. Et c'est en même temps un médicament. C'est en même temps un remède. Le kalanchoe crenata, qui est l'excellent anti-cancer, l'herbe aux oreilles de lapin, peut être consommé tous les jours comme nourriture en salade et tout ça. Toutes nos plantes médicinales peuvent être consommées en salade et tous les jours en légumes. Et en même temps, sont des plantes médicinales thérapeutiques. Que ton aliment soit ton médicament, cette phrase devrait être dans la conscience de tous les Africains tous les jours. Le pain ne soigne rien. C'est pourquoi c'est un poison. Le paracétamol ne peut pas être consommé comme nourriture tous les jours. C'est pourquoi c'est un poison. Parce que comme ça ne peut pas être consommé comme nourriture, c'est pas consommable. Parce que ton médicament soit ton aliment. Mais il y a aussi un dicton qui dit « Tout est poison, rien n'est poison, tout est une question de dose ». C'est vrai, mais ce n'est pas un dicton thérapeutique, ce n'est pas un dicton c'est pas un dicton de guérison, ce n'est pas un dicton de médecin. Notez que tout est une question de dose. Ça veut dire quoi? Que la cigarette est bonne, est acceptable. Ça veut dire quoi?
que l'alcool est bon pour la santé. Bon, Jésus a transformé l'eau Il y a en des vin. substances qui sont fondamentales. Ne dites pas Jésus parce que nous n'allons pas parler religion ici. Ouais, Si on parle religion ici, on va finir avec la machette. Parce qu'on ne peut pas s'entendre. Mais pourquoi? Voilà. Parlons des choses concrètes sur lesquelles on peut Attendez, s'entendre. il y en a encore combien de temps? Ok, bon, Georges, j'ai le temps en tout cas. Ben, il est arrivé. Ah, ok, d'accord, on va bientôt finir. Ok, oui. Tout est bénéfique, tout est toxique, c'est une question de dose. Non. Il y a des aliments qui sont fondamentalement bons pour la santé et d'autres choses qui sont fondamentalement mauvaises. Je m'explique. La carotte, elle est fondamentalement bonne pour la santé. Pour la vue. Elle est plus bénéfique que maléfique. Elle a des désavantages. Si vous mangez trop de carottes, vous allez être ballonné, Oui, vous allez tout à avoir fait, des constipation aussi. Si vous buvez trop d'eau, vous allez diluer votre sang. Tout à fait. Vous pouvez avoir un problème cardiaque si vous buvez trop d'eau en un coup. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que l'eau n'est pas bonne pour la santé? Non. Voilà. Mais l'eau est fondamentalement bonne pour Ah, la ok, d'accord, je vois ce que santé. vous voulez dire. Ok. Vous voyez? Donc, cette loi-là, cette règle dont vous parlez là, Ça applique pour des choses qui sont fondamentalement bonnes. oui, il faut adapter ça. Il y a des choses fondamentalement bonnes pour la santé, mais qui ont aussi certaines restrictions, certains petits désavantages. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Là, je vous présente le brevet d'invention. C'était quoi déjà? Brevet d'invention, médicaments innovants de nettoyage du système cardiovasculaire et son procédé de fabrication. Voilà. Brevet d'invention. Donc, c'est pas le bavardage. Je suis au labo tout le temps, Valère. Quand nous sommes en guerre, quand vous êtes en guerre, vous devez être au labo tout le temps pour fabriquer les armes de guerre. Pendant qu'ils nous mènent cette guerre sournoise, moi je parle même de génocide de notre peuple. Parce que quand vous êtes un peuple ou le peuple ayant l'espérance de vie la plus basse sur Terre, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas de la malchance. C'est qu'il y a un génocide quelque part, sournois qui se passe. Et nous devons en parler et chacun doit prendre les armes. Quand nous avons des femmes qui ne peuvent plus accoucher parce que toutes les femmes ont des myomes, des kystes et des fibromes, quand les femmes ont le cancer de l'utérus et le cancer du sein, elles font téter les bébés avec quoi? On empêche l'Africain aujourd'hui il y a comme une force obscure qui veut empêcher l'Africain de se développer, de se reproduire. Nous sommes en chute libre. Et les statistiques leur font peur que d'ici 50 ans, l'Afrique aura la population mondiale la plus grande sur Terre. Tout à fait, oui. Ça leur fait peur. Et donc, il faut freiner tout ça. Il faut faire des vaccins qui vont stériliser les populations, comme a détecté le Kenya récemment. Et que penser de tous ces pays africains qui ne peuvent pas, qui ne contrôlent pas les vaccins qui entrent chez eux parce qu'ils n'ont pas les infrastructures nécessaires. Et le fait de ne pas avoir ces infrastructures, c'est pas parce qu'on manque d'argent. Et c'est vrai. Ouais. Avec toutes les ressources que nous avons. Pourquoi nous n'évaluons pas, nous ne mesurons pas, nous n'analysons pas les médicaments qui entrent chez nous? Ouais, c'est vrai. En tout cas, on pourrait échanger même encore 3 heures. Hein. Bon, malheureusement, on est pris par le temps. Il y a beaucoup de produits, donc on va en présenter 2. Le premier qui m'intrigue, c'est le miel. Bah oui. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce miel-ci? Il est thérapeutique. Dans quel sens? Dans le sens où nous plaçons les ruches dans des endroits où la flore est la plus pure possible. Et autour de ces ruches, nous faisons tout pour faire pousser les plantes médicinales. Ce qui fait que les abeilles qui butinent les fleurs de ces plantes médicinales récoltent un nectar qui est déjà, lui, médicinal à la source. Qui dit nectar, plante médicinale, dit nectar médicinal, et donc miel médicinal. Qui n'a rien à voir avec le miel classique avec lequel les gens tartinent même. Déjà, c'est même pas du miel. Pain. C'est du sucre. Voilà. Notons donc que dans les supermarchés, l'enquête mondiale avec preuves scientifiques à l'appui, 80 à 90% du miel vendu dans les supermarchés et les grandes surfaces du monde est faux. Non, c'est pas du miel, c'est du sucre. Et puis même, le miel n'est pas aussi sucré. Et nous ne pouvons pas soigner les gens en leur donnant du miel qui n'est pas bon. Ce miel, je le donne à des diabétiques et ils se portent mieux. Ah oui. Donc, et un autre produit, l'un de vos produits phares justement, la tisane des rois. Qui bénéficie du brevet d'invention que vous avez soulevé. Que j'avais ouvert, en effet. C'est elle qui a été protégée. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette tisane? Elle nettoie le système cardiovasculaire et le système nerveux. Oui.
c'est-à-dire l'ensemble des nerfs qui parcourent le corps, l'ensemble du système circulatoire, les veines, les artères, les capillaires, les artérioles et les vénules, qui font presque 64 000 km dans le corps, s'encrassent à cause de notre hygiène de vie délétère. Les huiles raffinées que vous mangez là, vous n'allez pas pisser tout ça. Ça s'accumule dans le corps. Et ça s'accumule où? Non seulement dans les organes, le foie, le pancréas, tout ça, mais aussi dans les veines. À l'intérieur des veines, qui sont comme des tuyaux. Tout à fait. Imaginez un tuyau de la compagnie d'électricité, de distribution d'eau, un tuyau qui a sur ses parois à l'intérieur des matières qui se sont accumulées. Ce qui fait que la lumière où passe l'eau devient de plus en plus petite. Tout à fait. Et tu as le sang qui n'arrive plus à circuler partout. Ce qui fait que tu développes des maladies cardiovasculaires. Tu peux faire un AVC, tu peux faire un arrêt cardiaque. Si le cœur pompe du sang et que ce sang-là n'arrive pas, il y a un retour vers l'envoyeur. Tout à fait. Et tu fais un infarctus cardiaque. Tout à fait. C'est pas la sorcellerie, c'est de la science. C'est patent. Nous devons tout faire pour nettoyer notre corps. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, je vais commencer à travailler sur la formule de cette tisane. J'étais encore en laboratoire. De temps en temps, j'utilisais des réactifs pour pouvoir composer et voir quelle est la meilleure formule pour aboutir à ça. Merci beaucoup, docteur. Ouais. Malheureusement, on est pris par le temps. Et on aurait encore pu échanger pendant au moins 2-3 heures parce qu'il y a tellement de questions sur la prise de poids, sur la perte de poids. Et malheureusement, le temps fait que... En tout cas, j'espère qu'on aura l'opportunité de faire un acte 2 si votre emploi le temps le permet. Avec plaisir, Valère. Super, merci beaucoup. Votre caméra, elle est là. Je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie, Valère, pour cette communication, cette plage que vous me donnez. Et je voudrais dire aux Africains que nous sommes en guerre. Prenez les mesures qui s'imposent. Informez-vous et critiquez tout ce qui vient à vous. Et surtout, mangez vivant. Mangez les produits qui viennent de votre terre. Soignez-vous avec les plantes qui poussent chez vous. Ces plantes sont celles qui vous connaissent le mieux. Et revenez mener le combat sur le terrain. Voilà. La messe est dite. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. J'ai beaucoup appris. Et vraiment, c'est fort. C'est très, très fort. Vraiment, bravo pour le travail. Merci. Parce que j'imagine que être dissident comme ça dans un environnement comme celui-ci, c'est pas tous les jours évident à gérer. Tout à fait. Donc, vraiment, je salue votre courage. Merci. Et vraiment, j'espère qu'on aura l'opportunité. En tout cas, je ferai ce qu'il faut pour qu'on ait un acte 2. Il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose tous. Cela étant dit, ma personne personnelle, si tu auras aimé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Like, commente, partage, donne-nous de la force afin qu'on puisse savoir que ça apporte de la valeur. J'espère que tu auras appris quelque chose. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressent. Minakano. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.